condolation aux familles éplorées, aux familles de feu Hassan Diagne et feu Benbas Diagne, qui viennent d'être arrachés à notre affection. Il s'agit de deux Sénégalais qui ont marqué la vie de notre pays dans leur domaine d'activité, se sont beaucoup impliqués dans la construction du Sénégal. En cette circonstance particulière, nous prions avec tous les Sénégalais pour le repos de leur âme, que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Au Maroc, nous avons eu droit à un accueil exceptionnel, populaire et chaleureux, à la dimension des relations qui unissent les peuples marocains et sénégalais. Des relations ancrées dans l'histoire, la spiritualité, la parenté et l'estime réciproque. Les observateurs avertis ont d'ailleurs noté le fait rare qu'une visite officielle se tienne au Maroc en pleine période de Ramadan. Avec Sa Majesté, j'ai eu des entretiens approfondis sur plusieurs questions d'intérêt commun au plan bilatéral et multilatéral. De part et d'autre, nous avons réaffirmé notre volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays, tant au plan officiel qu'au niveau des secteurs privés. Cette volonté s'est traduite par la signature de 7 nouveaux accords portant notamment sur l'échange d'informations dans le domaine des affaires islamiques pour promouvoir les valeurs authentiques de l'islam et lutter contre toutes les formes de dérives extrémistes. Un deuxième accord sur le tourisme, un accord sur le transport maritime pour encourager la mise en place d'une ligne directe reliant les ports des deux pays. Un accord sur la coopération entre le Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc et le Conseil économique, social et environnemental du Sénégal pour le partage d'expériences en matière d'administration et de fonctionnement. Un accord sur la coopération entre la Caisse de dépôt et de gestion du Royaume du Maroc et la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal. Un accord sur le partenariat entre l'Agence nationale de l'aquaculture du Sénégal et l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture du Maroc. Et enfin, la coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc et le Conseil national du patronat du Sénégal pour la promotion des échanges commerciaux, des investissements et de la création d'entreprises entre les deux pays. Un Memorandum of Understanding a également été signé entre le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et le groupe marocain Alliance pour l'aménagement et la réalisation d'une partie du nouveau pôle urbain de Diamniadio autour du nouveau centre international de conférence qui est en construction. À ces accords viennent s'ajouter ceux déjà signés, sont au nombre de 5 instruments juridiques que nos deux pays avaient signés lors de la visite de Sa Majesté au mois de mars dernier. C'est dire que nous disposons désormais d'un cadre juridique élargi qui encadre pratiquement toutes les activités de coopération et de partenariat entre nos deux pays. J'engage le gouvernement à en assurer un suivi rigoureux pour donner un contenu concret à ces engagements. Au titre des audiences, j'ai reçu plusieurs personnalités marocaines. Je mentionne en particulier le groupe Adoha, qui est le leader incontesté du marché marocain de l'immobilier avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 660 milliards de francs CFA. Ce groupe donc, en plus de Alliance qui va déjà réaliser, qui est un important groupe marocain, la première phase du projet de pôle urbain, Adoha s'est engagé à faire de la production à grande échelle de logements
de différents standings dans notre pays. Au total, je rentre très satisfait de cette visite qui nous a permis de conforter des relations déjà excellentes entre nos deux pays et de créer une nouvelle dynamique dans notre coopération économique. Le chef de l'État, cet après-midi à l'aéroport de Dakar, à son retour du Maroc, le royaume chérifien, qui a fêté aujourd'hui la fête du trône, un événement qui marque l'intronisation de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et pour l'occasion, beaucoup de pays amis du Maroc étaient invités à prendre part aux festivités. Le chef de l'État, Macky Sall, en visite au Maroc, faisait partie des invités du roi Mohamed VI. Le reportage de Hadikan. 14e anniversaire de l'accession au trône de Mohamed VI, il est célébré ce 30 juillet à Casablanca. C'est d'ailleurs le seul jour férié du royaume chérifien. Chaque année, à l'occasion de la fête du trône, près d'un millier de notables, d'élus et membres du gouvernement marocain, des rois et présidents étrangers sont invités dans l'enceinte Méchour au palais royal. Le roi a présidé ce mardi un iftar comprenant Ndogou au palais royal. L'invité d'honneur de cette fête nationale marocaine est le président de la République Macky Sall, ce qui témoigne encore une fois des liens solides de coopération qui unissent le Sénégal et le royaume chérifien. Les deux chefs d'État se sont engagés à consolider cette coopération vieille de plusieurs années. La fête du trône est la plus importante fête civile au Maroc. Dans son discours à la nation, le roi Mohamed VI a évoqué l'importance du resserrement des liens du Maroc avec les pays africains frères. Rappelons que le Sénégal est le premier pays africain partenaire du Maroc. La célébration de cette fête nationale mémorable coïncide avec le mois béni du Ramadan. Un petit rectificatif, la fête du trône a été célébrée hier 30 juillet. Le projet de réforme des institutions de l'État a suivi son cours. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le comité interministériel de l'administration territoriale s'est réuni ce matin à la primature. L'objectif était de décliner les orientations allant dans le sens de l'exécution de la partie concernant la décentralisation et la déconcentration. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain, mais déjà hier, le Premier ministre avait présidé le Conseil interministériel consacré aux médicaments. Plusieurs mesures ont été annoncées, le renforcement des sanctions relatives à la vente des médicaments de la rue, la création d'un corps des inspecteurs de pharmacie et la situation des pharmacies. Ibrahim Ndong. Une seule question, comment réussir une bonne politique pharmaceutique nationale? Une interrogation à laquelle le gouvernement compte apporter une réponse efficace. Pour ce faire, il est important selon les autorités de réactualiser certains textes. Nous avons des textes qui sont vraiment obsolètes et il faudra qu'on puisse les revoir. Et nous avons l'accord de Monsieur le Premier ministre car la gestion du médicament dépend d'un texte qui date de 1954. Donc c'est dire que la plupart d'entre vous n'étaient pas là, donc c'est dire que c'est un vieux texte. Nous allons travailler dessus pour pouvoir le réactualiser et notamment avoir une politique beaucoup plus en phase avec l'époque dans laquelle nous vivons. Les problèmes relatifs aux médicaments de la rue ont été soulevés. Sur ce point, des mesures importantes seront prises. Des mesures draconiennes seront prises pour qu'il y ait une surveillance beaucoup plus accrue de ce domaine-là, car c'est vraiment partout au niveau du Sénégal. Et nous ne voulons pas vraiment avoir l'œil que sur un groupe ou un autre, mais savoir que c'est un problème général sur lequel nous allons mener des actions. Pendant 3 tours d'horloge, autorités, syndicats et autres acteurs ont largement échangé sur la situation des officines. Pour la réussite de cette politique, les autorités prévoient la mise en place d'un corps des inspecteurs de pharmacie. Je vous le disais en titre, l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio sera totalement livrée au trafic à partir de demain 1er août. D'un coût de 148 milliards de francs CFA, l'autoroute de 25 km va soulager les automobilistes. Les responsables du projet ont également profité de leur face-à-face avec la presse pour appeler les populations riveraines à plus de vigilance. Alioune Badarakan et Marianne Senghor.
Sur la dernière ligne droite, l'autoroute Dakar-Diamniadio est presque achevée. La mise en route du projet est démarrée il y a 44 mois. L'autoroute est aujourd'hui un patrimoine national, une fierté pour le Sénégal. Ce pouvoir, c'est pour nous, c'est pour le Sénégal. Il faut l'appropriation des populations. Et cette appropriation dépend de vous, dépend de nous, dépend du Sénat. Avec ce bijou, il finit les embouteillages monstres. D'ailleurs, les automobilistes ne s'y trompent pas. Sur le tronçon Dakar-Cambérène, ouvert depuis quelque temps, plus de 21 000 véhicules sont enregistrés quotidiennement. Cette nuit s'explique. L'infrastructure offre de nombreux avantages. C'était pas rare de perdre au minimum 1 heure à traverser Rufisque. 1 heure pour un usager dans un embouteillage avec son moteur qui tourne pour rien. Alors je ne parle pas de la fatigue, de la crise de nerfs et du fait qu'on a chaud dans la voiture. Mais 1 heure avec un moteur qui tourne comme ça, sans avancer, c'est 5 litres dépensés. 5 litres à 800 francs, c'est 4 000 francs. Le péage pour l'air office, c'est 1 000 francs. Donc je pense que l'acceptabilité du péage, il ne faut peut-être pas parler de la valeur dans l'absolu aussi, mais qu'est-ce que finalement ça rapporte de dépenser un petit peu d'argent, mais de rouler dans certaines conditions. L'autoroute Dakar-Diamniadio a la particularité de traverser pas mal de zones urbaines. La sécurité des riverains intéresse donc au plus haut point les autorités. Malgré les passerelles et les murs construits, la vigilance reste de mise. Les murs de sécurité seront renforcés. Bien au contraire. Parce qu'une autoroute, on ne peut pas laisser les populations gamader à travers les autoroutes. Ça n'existe dans aucun pays du monde. La vie d'un homme, la vie d'un individu, je pense, est beaucoup plus chère que même l'autoroute. D'un coût de 148 milliards de francs CFA, l'autoroute va accueillir près de 35 000 véhicules par jour. L'autoroute, c'est la rapidité, la fluidité et le confort. Un grand bond en avant pour le Sénégal. L'autoroute Dakar-Diamniadio bientôt inaugurée, c'est une bonne nouvelle pour les populations qui expriment leur soulagement, satisfaites par la concrétisation de ce grand projet. Elles encouragent l'État à préserver dans cette optique, à persévérer dans cette politique des grands travaux. Voici quelques réactions au micro d'Aline Balarakan. Je trouve ça bien du fait que ça change le décor de Dakar et ça permet aussi aux gens de maximiser leur temps. Du fait qu'on passe vite, donc avec les embouteillages, ça nous fait gagner du temps. On n'est pas habitué à avoir ce genre de travaux au niveau du Sénégal. Ça, c'est une première. Des travaux de cette beauté et puis de cette solidité, on n'est pas habitué à le voir. Je crois que c'est une première et il faut le saluer. Et aussi souhaiter que les autorités continuent à nous proposer des travaux de ce genre. Ça, c'est un soulagement pour toute la population et pour tous les usagers de la route quand même. Parce qu'il faut se dire que des fois, en quittant Dakar pour se rendre à Rufisque ou via Diamniadio, les gens mettaient 1 heure, 2 heures, 3 heures, beaucoup de carburant perdu. Et vous vous rendez compte effectivement que maintenant le carburant coûte cher un peu partout. Et la vie est difficile, donc vraiment c'est un soulagement pour permettre aux gens d'économiser effectivement de l'argent, d'économiser du temps et effectivement de pouvoir réaliser leur projet, n'est-ce pas, dans des temps records. Je trouve que c'est une bonne initiative, surtout nous qui habitons dans la banlieue, et ça nous facilite le déplacement et tout. Et ça décante un peu la situation quand même, parce que ces temps-ci c'est vraiment dur. Ouais, surtout à cette heure pareille-là. Et c'est une belle infrastructure dont le Sénégal devait se doter depuis longtemps parce qu'elle permet le désengorgement de la zone. Et puis bon, en tant que... On voit qu'elle relie parfaitement la banlieue au centre-ville de Dakar. Et maintenant, c'est plus facile de relier le centre-ville et vice-versa. Il faut préciser que les passerelles, c'est important parce que dans le code, il est interdit de traverser l'autoroute. La vitesse est à 110 km/h jusqu'à 130 km/h. Donc moi, je recommande vivement aux usagers d'utiliser les passerelles, c'est beaucoup plus sûr. Et puis le directeur général de l'APIX aborde le sujet de l'ouverture de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Ce sera ce soir dans le magazine hebdomadaire Le Point. Dans cet entretien, dans cet extrait plutôt, Diène Farbassar s'explique sur les tarifs jugés trop élevés par les usagers. Nous l'écoutons. C'est une autoroute quand même privée. Et quand on parle de PPP, on parle de privé, l'usager doit payer. C'est-à-dire, nous, à l'époque, il y a 5 ans de cela, il y a des études qui ont été faites, des enquêtes faites aussi, et qui ont prouvé que 80% de la population avait adhéré pour ce projet d'autoroute. Oui, mais quand même, nous sommes dans un pays pauvre où la conjoncture est telle quand même que les gens peuvent être amenés à ne pas avoir ces tarifs-là. Si vous ne craignez pas un contournement, surtout pour le transport public. Hein, vous savez, nous sommes des démocrates.
En créant ce projet, nous avons pensé à deux alternatives, deux choix. Si tu n'as pas d'argent, tu passes par la nationale. Parce qu'on voulait faire passer l'autoroute sur la nationale. Mais on a dit que non, il faut laisser quand même les Sénégalais choisir. Soit on passe par la nationale, soit l'autoroute. Voilà le problème, parce que le tracé, c'est nous qui avons opté pour ce tracé. L'autoroute ne sera pas finalement une affaire d'élite que le peuple lambda à pratiquer la... Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Tu vois, en France, il y a la route nationale et l'autoroute. Mais la particularité est que cette autoroute est une autoroute urbaine. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien à la fin de ce journal, le point numéro 27 qui revient, je vous rappelle, sur le projet de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. C'est aujourd'hui le dernier jour pour l'identification des puces et comme il fallait s'y attendre, les agences n'ont pas désempli. Beaucoup d'utilisateurs ont attendu ce jour pour se faire identifier, ce qui n'est pas de tout repos à Ramdao. Ces dossiers appartiennent à ceux-là qui n'ont pas pu trouver une place à l'intérieur de l'agence. Ils veulent tous la même chose, faire identifier leur puce. C'est le dernier délai et pourtant ils avaient 1 mois pour le faire. C'est une habitude de bien sénégalaise, s'active généralement qu'au dernier moment. Un aveu qui justifie une bonne partie de cette affluence de dernière minute. Il y en a quand même dont le retard s'explique par autre chose. En fait, je rentre à peine de voyage, donc j'ai reçu l'information tardivement. Et c'est pourquoi je suis venue sur place à la Sonatel pour m'identifier. L'identification à distance ne marche pas sur tous les téléphones. Avec les téléphones de dernière cri, c'est plus compliqué encore. C'est la raison pour laquelle on est obligé de faire le déplacement. Il y a du monde, mais ça va. Il suffit de laisser les filiations de la carte d'identité à ces agents et ils feront le reste. Si c'est pour vérifier, je tape que tu ordinateur. Quoi qu'il en soit, ces retards ne sont pas de tout repos pour ces agents du jour. Ils sont dépêchés à l'extérieur des agences, loin des commodités et avec toutes les rigueurs du ramadan. Ceux, par la faute des retardataires, ceux-là qui ont toujours tort. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques a effectué une visite à Kédougou. Au menu, une veillée avec le Parlement des enfants, une rencontre avec les jeunes et le lancement de la campagne des collectivités éducatives face à une centaine de jeunes venus de toute la région de Kédougou. Le ministre a fait un plaidoyer fort en faveur du maintien des enfants à l'école et la promotion des jeunes filles de la région Mansoso. Nous sommes ici au cœur du Sénégal oriental, précisément à Kédougou. À côté de cette nature verdoyante se cache une autre réalité. Une zone aurifère qui fait face à de nombreuses difficultés et des problèmes qui ont pour nom exploitation des enfants dans les djouras ou mines d'or, et déperdition scolaire, entre autres. C'est tout l'intérêt de ce plaidoyer du Parlement des enfants. Le gouvernage nous empêche d'apprendre parce que la pluie arrive, on ne peut pas apprendre. Et encore, il y a des enfants qui abandonnent l'école pour aller au djoura et chercher de l'argent parce que leurs parents sont pauvres. Soyez rassurés de mon soutien permanent, du soutien du président de la République, du soutien de tout le gouvernement et nous ferons en sorte pour que nous puissions changer la condition des gens et que nous puissions faire en sorte que les populations des zones périphériques puissent vraiment sentir la présence de l'État. Après cette étape, cap sur le service régional de la jeunesse de Kédougou. Ici, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques a eu droit à un accueil chaleureux. Les jeunes ont profité de cette rencontre pour exposer leurs problèmes. Ces problèmes de toujours. Le premier point que j'ai abordé, c'est par rapport à l'exploitation des jeunes filles. Pour faire fonctionner ce tracteur, il y a 2 ans de cela que le tracteur est sur place. Grâce à l'appui du directeur du CNF et le sous-préfet, qui nous ont appuyés. Le ministre a souhaité que l'exploitation minière ne soit plus source d'exploitation des enfants, d'abandon de l'école encore moins, des activités agricoles. Il faut d'abord que nous puissions faire le plaidoyer et mener le combat pour que les retombées des exploitations minières puissent servir à accompagner les jeunes et à construire des infrastructures au profit des jeunes et des femmes. Je souhaite que
L'exploitation minière ne tue pas l'éducation des enfants. À l'occasion de cette visite, Benoît Sambou a procédé au lancement de la campagne 2013 des collectivités éducatives. Par ailleurs, le projet de promotion de la jeunesse PPJ va bientôt lancer une campagne de sensibilisation dans la zone minière pour attirer l'attention des populations sur les dangers qui guettent ces enfants qui fréquentent les mines d'or. Une baisse sur les prix du lait en poudre végétale, c'est la principale mesure annoncée par le ministre en charge du commerce. C'était à l'issue de la réunion du Conseil national de la consommation de ce mercredi. Au cours de cette réunion, Alioune Sarr a déclaré que le gouvernement peut être amené à injecter dans le circuit du marché un stock d'oignons importés estimé à 6 000 tonnes afin de réguler le marché si le coût de l'oignon local continue à flamber. Compte rendu à Alassane Diédhiou. Sur le premier point, c'est autour du lait en poudre, notamment le lait végétal d'être ciblé par la mesure de baisse des prix. Après les prix administrés sur le riz, l'huile végétale en fût et le sucre en poudre. 85 francs, c'est le sachet de 25 grammes. 7 700, le prix en gros des 100 sachets. Et 7 450 francs, le prix sorti usine des 100 sachets. 1 400 francs, le sachet de 500 grammes au détail. 26 800, le carton de 20 sachets de 500 grammes, prix au gros. Et 26 500, sorti usine, le sac de 20 sachets de 500 grammes. Sur le kilogramme en vrac, nous sommes passés de 3 000 à 2 750, donc soit une baisse de 250 francs sur le kilogramme en vrac. Il demeure bien entendu que les prix ne concernent que la région de Dakar. Pour les autres régions, les conseils régionaux décideront des modalités et du niveau en intégrant les différentiels transport. En cette période de forte consommation des produits laitiers, cette décision prise par le gouvernement après concertation avec les industriels et sur proposition du comité de suivi des prix a été saluée par les membres du Conseil national de la consommation. Le même sentiment de satisfaction a été exprimé à l'endroit des autorités gouvernementales sur la manière dont a été gérée la mesure portant administration des prix du riz, huile et sucre. Par ailleurs, les associations de consommateurs inquiètes de la flambée du prix de l'oignon local ont interpellé les ministres sur cette situation à un peu plus d'une semaine de la Korité. Les éléments que nous avons aujourd'hui nous autorisent à penser que dans les jours qui viennent, le prix de l'oignon va baisser. Nous avons mis en place un dispositif depuis quelques jours pour approvisionner le marché correctement en oignons. Et c'est pourquoi je lance encore un appel pour ceux qui détiennent de l'oignon dans les sites de production, de les mettre sur le marché. Le gouvernement les a accompagnés, mais le gouvernement aussi n'acceptera pas qu'il y ait une spéculation sur les produits au détriment des consommateurs. En guise d'illustration de la volonté du gouvernement de réguler la situation de tension sur les prix de l'oignon, le ministre Alioune Sarr a révélé qu'un stock de 6 000 tonnes d'oignons importés est actuellement disponible au port. Il pourrait être injecté dans le circuit à tout moment si aucune évolution favorable n'a été entre-temps constatée. Dans notre rubrique Ramadan, on parle ce soir des conférences religieuses organisées par les regroupements et associations de femmes. Des conférences qui prennent parfois des allures de concours de beauté. Elles engloutissent ainsi de grosses sommes d'argent. Anne-Marie Gomis. Le jour J n'est pas encore arrivé que déjà Adi Mergan semble déborder. Entre ses deux téléphones qui ne cessent de sonner, son ordinateur sur lequel elle jette un coup d'œil de temps en temps et ses camarades qui l'interpellent, la bonne dame s'arrange pour satisfaire tout le monde. Comme vous le constatez, parce que nous préparons la deuxième édition de notre conférence religieuse. C'est toutes les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Autour d'elle, une vingtaine de femmes partagées entre remise de tissus, rédaction du courrier, listing des invités, location de salles et choix du conférencier. Le tout évalué à quelques 7 millions de nos francs, entièrement pris en charge par la structure. La religion n'a pas de prix. C'est nous-mêmes, les femmes, qui prenons en charge ce que nous faisons. Ce n'est pas le coût financier qui importe, mais c'est la religion donc, qui est prioritaire. Donc, même si ça devait valoir 20 millions ou 30 millions, je sais que les femmes ne vont pas lésiner sur les moyens. Une Adia qui en cache une autre. Sur l'ancienne piste de l'aéroport, Adia Poulmerafal du GIE Almami Motofal avance les mêmes raisons, sauf qu'ici, le budget est revu à la baisse. Le Djagada n'a que 3 millions. Notre conférence nous a coûté 3 millions. À chaque membre cotise 7 000 francs, en plus des enveloppes que nous recevons. Il y a aussi le tirage des billets pour le pèlerinage à la Mecque.
Enfin arrive le jour J. Les membres de la coordination des femmes de Benno Bokk Yakaar sont dans leurs plus beaux atours. Tenue blanche, maquillage à l'appui, assorti de belles parures et grosses lunettes noires fumées pour certaines. Toutes tiennent à honorer l'événement. Avec les femmes, rendre la journée belle, demander pardon à tout le monde, mettre nos beaux habits, être sur nos 31 pour honorer la journée, pour rendre la journée vraiment belle. Constat. Ces conférences religieuses renvoient souvent à un concours de beauté, une grande toilette que les dames justifient. C'est le moment où Dieu nous pardonne nos péchés et exauce nos vœux. Donc, rien n'est gratuit, rien n'est moindre pour cette journée-là. Si nous devons nous valoriser, nous allons le faire. Rien n'est cher pour dire merci à Dieu, surtout en ce mois béni de Ramadan. Une belle occasion pour remercier le bon Dieu pour tous ses bienfaits. Des manifestations religieuses qui prennent parfois des tournures folkloriques et ce mois de carême est une belle occasion pour inviter à une prise de conscience et un changement de comportement. C'est pas ça l'islam. Quand on organise une conférence religieuse, il faut se dire qu'on a un objectif, il faut tout faire pour que le public qui est devant moi, ce sont les oustas, ce sont les imams, ce sont les conférenciers qui animent ces conférences à qui je m'adresse. Il faut vraiment que ces gens essaient de revoir vraiment l'objectif qu'ils se sont fixés en venant au niveau de ces conférences. Les femmes dépensent beaucoup d'argent, des millions et des millions pour organiser les conférences, mais en fait, peut-être qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire, mais ce sont ces gens-là qui animent ces conférences qui doivent sentir, qui doivent vraiment prendre leurs responsabilités, se dire que nous ne sommes pas venus ici pour prendre votre argent, mais pour vous aider à retrouver votre Seigneur. Je crois que c'est ça la finalité d'une conférence religieuse. Simple effet de mode ou réelle volonté de se rapprocher de Dieu, toujours est-il que ces conférences religieuses sont très courues par les femmes en cette période de Ramadan. Allez, après les belles tenues de ces dames, on va parler de la faim qui tenaille les jeûneurs pendant toute la journée avec cette question. Que faut-il manger le soir après la rupture à Ziguinchor? Ils sont nombreux à avoir opté pour la bouillie de mil ou fondée. Les affaires marchent bien pour les vendeuses et leurs clients trouvent beaucoup de vertus à cet aliment. Reportage à Ziguinchor de Paul Manga, Massayer Thiaw et Bachirba. Il est environ 18 h en ce jour pluvieux au quartier Santhiaba de Ziguinchor. Mansata Djemé s'active autour de sa marmite. Sa maison sera bientôt envahie par des personnes venues acheter de la bouillie. La pluie ne l'inquiète pas. Les clients utilisent des parapluies, des imperméables pour se couvrir. De l'autre côté de la ville, vers Boukot, Djanké et Fatou Sadio sont aussi en œuvre. Ces femmes doivent satisfaire les clients qui ont opté pour de la bouillie durant cette période de Ramadan. Un mets bien apprécié ici. Je préfère le fondel parce que le fondel est très beau, c'est facile à digérer. C'est plus économique, c'est moins cher. Ouais. C'est plus économique et il y a de la vitamine. Parce que le Ramadan est une période faste pour ces femmes. Il est possible de vendre du fondé le matin et le soir. Ces femmes ne se plaignent pas. Grâce à ce commerce, elles entretiennent leur famille. La scolarité des enfants, les problèmes de santé, la dépense et l'habillement, entre autres. C'est 2000 francs de bénéfices par jour. Mère Fondé, comme on l'appelle, exerce depuis plus de 20 ans. Il y a de la bouillie pour toutes les bourses. Certains viennent avec de petits pots, d'autres de grands et d'autres encore avec des seaux. Faite à base de mil ou de maïs, la bouillie, selon ces Ziguinchorois, assure une nuit paisible. Fondé est bon pour la santé. Et nourrissante, facile à digérer. Lorsque vous mangez de la bouillie la nuit, vous dormez tranquillement et sans problème. Pour le dîner, je viens tous les jours. La bouillie de mil est très prisée dans la région. Si certaines familles préfèrent en préparer pour tous leurs membres, d'autres vont en acheter. Et dans ce cas, il faut faire vite car parfois la demande est supérieure à l'offre
et de petits gourmets sont dans les parages. Voilà, reportage de Bachir Ba à Ziguinchor. Ici à Dakar, l'Office national de formation professionnelle ambitionne de doter les travailleurs et les demandeurs d'emploi d'une qualification ou d'un titre professionnel. De nouvelles procédures ont été élaborées dans la mise en œuvre des formations. Un atelier a réuni les différents opérateurs de formation au Marbaldé. La formation professionnelle, un secteur en pleine mutation. S'adapter aux nouvelles exigences de cette évolution devient alors une nécessité. La mise en œuvre de nouveaux outils de formation en idéal, tout cet atelier de partage. L'ONFP a adopté de nouvelles orientations. Celle de mettre en œuvre de la qualification dans le but d'acquérir des titres professionnels. L'ONFP s'appuie sur près de 250 opérateurs à travers le pays. Ces 250 opérateurs doivent maîtriser ces nouveaux outils-là. Avec cette formation, les demandeurs d'emploi et les travailleurs auront une qualification ou un titre professionnel. Ils pourront ainsi exercer un travail de meilleure performance. D'abord, c'est une formation très pratique, qui répond un petit peu à la demande sur le marché du travail, surtout dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La tutelle s'est félicitée de la nouvelle démarche initiée par l'Office national de formation professionnelle. Pour elle, il est important de partager les nouvelles procédures et processus de mise à niveau. Nous comptons sur la formation professionnelle et continue également pour atteindre donc ce nombre de 500 000 emplois. Mais comme vous le savez, ce monde, surtout dans le domaine scientifique et technique, qui évolue extrêmement vite, on ne peut pas rester sans pour autant revenir, sans cesse se former, tellement que dans le développement scientifique et technique, ça évolue extrêmement vite. Et donc, si aujourd'hui, dans le niveau de nos entreprises, les employés, les travailleurs se remettent, en tout cas, sont au goût, en tout cas, des nouvelles technologies, c'est grâce à cette formation. Créée en 1986, l'ONFP a formé durant les 5 dernières années plus de 50 000 personnes. Les participants à cet atelier sont venus des 14 régions du Sénégal. Le Sénégal célèbre le 2 août prochain ses meilleurs élèves, les lauréats du concours général 2013. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État. Cette année, ils sont 86 lauréats, dont Mamadou Diop, originaire de Tivaouane. Cet élève du Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis est le meilleur élève des classes de terminale. L'élève qui vient de décrocher un bac L avec mention bien est lauréat du premier prix de citoyenneté et droits de l'homme et d'un accessible de philosophie. Il rêve de faire carrière dans la diplomatie. Mor Talla Diop. Le pas ferme, la tête haute, Mamadou Diop a fier à lire ce matin. Le pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis revient chez lui avec un bac mention bien en poche et 2 prix du concours général. Il est accueilli en héros par des parents comblés. C'est un honneur pour moi, c'est une fierté d'avoir un enfant qui travaille, qui s'intéresse donc à l'école, qui s'intéresse au savoir et qui fait l'effort pour réussir. C'est à Mboro où son père était principal de collège que Mamadou a commencé ses humanités. À l'école primaire déjà, ce garçon se signalait par de brillants résultats. Dans toutes les classes où il est passé, il a toujours été premier. Ses maîtres peuvent en témoigner. À la fin du cursus primaire, Mamadou réussit avec brio au concours d'entrée au Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. La discipline et le travail bien fait érigés en règle dans cet établissement ont poussé le garçon à se surpasser. C'était une école d'excellence qui, au fond, avec cette formation, essayait de cultiver en nous ce qu'on appelle l'esprit d'ardeur, de travail et de sérieux dans le comportement, sans lesquels le savoir ne peut s'acquérir. Dans la famille et chez les voisins, Mamadou est réputé un jeune homme serviable, discipliné et très proche de sa famille. C'est un garçon très poli. Je ne le vois jamais traîner dans la rue. À chaque fois que je l'aperçois depuis mon balcon, c'est parce qu'il va à la mosquée. Cet admirateur de la star mondiale de la philosophie, le professeur Souleymane Béchir Diagne, s'est défini comme un esprit ouvert.
J'ai cet exemple du philosophe Souleymane Bachir Diagne, celui qui me guide toujours dans mes pas. Il évoque le fait que sans l'ouverture et le pluralisme, nous n'irons jamais loin. Moi, j'aime plus l'ouverture, être ouvert à mes amis, mes proches, mes parents, tout. Essayer de dialoguer avec eux, essayer de découvrir les problèmes qu'ils ont. Cette passion pour le dialogue et la discussion ont conduit Mamadou à vouloir faire carrière dans la diplomatie. Dans l'avenir, je compte m'investir surtout dans la diplomatie. Aujourd'hui, la diplomatie, à l'heure de la mondialisation, joue un rôle capital pour le développement d'un pays. Mamadou vient d'obtenir brillamment son bac. Pour autant, son vœu le plus ardent est de voir plus d'infrastructures scolaires sortir de terre pour permettre à tout le monde d'étudier dans des conditions décentes. Il y a des étudiants qui sont non orientés et ça constitue un calvaire assez lourd pour l'État surtout, mais aussi pour l'université. Déjà 20 ans et une tête bien faite. La meilleure fille de ce concours général 2013 s'appelle Sokhna Diarra Mbacké. Elle a un deuxième prix de philosophie, un accessite de physique-chimie. Élève en terminale S1 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Elle a décroché son bac avec mention bien. Seynabou Diokhane nous dresse son portrait. Lecture du Coran et des Khassaïd, telles sont entre autres les occupations de Sokhna Diarra Mbacké. Elle maîtrise aussi bien le français, le Coran que les Khassaïd. C'est pourquoi quand elle va à Touba, elle n'est pas dépaysée. Elle connaît bien sa religion. Du haut de son mètre 80, elle force le respect et ne lâche pas quand elle a raison. Mame Diarra est née leader. C'est une fille de caractère, malgré son jeune âge. Elle sait d'où elle vient et où elle veut aller. Née le 12 janvier 1994 à Touba, Mame Diarra est confiée à sa grand-mère à l'âge de 10 mois pour son éducation. Elle est inscrite à l'école Keur Rokhaya de la cité Elisabeth Diouf des Maristes du CIO-BFM. Elle était toujours parmi les 4 premiers de sa classe. Sokhna Diarra a toujours aimé les études. Tu peux passer des heures dans la maison sans la voir. Elle s'enferme souvent dans sa chambre. En intégrant le lycée Seydou Nourou Tall de Dakar, la petite fille de Serigne Mourtada, fondateur des instituts Al-Azhar du Sénégal, avait bien mesuré le challenge. Quand j'ai eu mon BFM, j'ai décidé d'intégrer le lycée Seydou Nourou Tall parce que c'est un lycée prestigieux, un lycée d'excellence. J'entendais tout le temps les gens dire que les meilleurs élèves du pays sont dans ce lycée. Alors moi, je voulais intégrer cette élite, je voulais mesurer mes compétences réelles. C'est une fille qui, en classe de première, était brillante, mais en classe de terminale, elle a été vraiment au top. À Seydou Nourou Tall, Mame Diarra se distingue très rapidement. À la maison, elle se donne entièrement à ses études. Elle épaule aussi sa sœur. Quand j'ai des problèmes sur certains exercices concernant les mathématiques et les sciences physiques, elle vient, elle m'explique très bien, vraiment. Elle joue très bien son rôle de grande sœur. Je suis fière d'elle. Cette année, Mame Diarra est auréolée de récompenses. Elle a décroché le deuxième accessite en sciences physiques et le premier prix en philosophie du concours général. Sokhna Diarra a son bac et sans poche avec la mention bien et est deuxième de son centre, suffisant pour que la jeune fille se décide à pousser ses études le plus loin possible. J'aimerais bien aller poursuivre mes études dans une grande université nord-américaine, c'est ma préférence. Je veux faire des études de mathématiques informatiques, les télécommunications, tout ça j'aime beaucoup. Je sais que la prochaine étape ce sera un doctorat, vraiment c'est ça que je veux. Chose rare, elle n'a pas d'idole. Elle est militante de l'équité et de la justice. Je veux rester moi-même, même s'il y a des exemples. Il y a des gens à qui j'aimerais ressembler sur certains points particuliers, mais intégralement, non, pas vraiment. Intégralement, je veux ressembler à moi-même. Allez, bravo à ces 2 lauréats du concours général, mais aussi à tous les autres. Je rappelle donc que le 2 août prochain, ces élèves seront primés au Théâtre National Daniel Sorano. Ce sera en présence du chef de l'État. Bientôt, un dispositif antifraude à l'électricité au Sénégal. Un inventeur sénégalais du nom de Baba Diarra vient de mettre en œuvre un prototype révolutionnaire appelé Karangé.
dont l'objectif est de sécuriser les compteurs électriques en attendant d'être validé par les services techniques de la Sénélec. Ce prototype a été officiellement présenté au grand public. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Conseil régional de Thiès par l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, Alassane Diédhiou. Je me suis familiarisé avec l'automatisme à la SS. Baba Diarra est un autodidacte, un chercheur qui cherche et trouve. Sa dernière trouvaille, son invention s'appelle Karangue. Derrière ce vocable wolof qui veut dire sécurité, se cache un dispositif technique antifraude à l'électricité permettant de sécuriser les compteurs électriques. Le principe du fonctionnement, si vous ouvrez un quelconque élément du dispositif Sénélec, il envoie un signal vers une mémorisation qui coupe le courant et en même temps affiche par un LED, par un voyant lumineux. Et si c'est le désir de la Sénélec, il peut envoyer un SMS. Pour en arriver à ce prototype antifraude, le concepteur a eu à franchir de nombreuses étapes assorties de tests techniques avec la collaboration du Centre de formation technique Sénégal-Japon et la Sénélec. Il a également bénéficié de l'encadrement et du soutien de certains universitaires spécialisés en génie électrique. L'enjeu est détaillé tant sur le plan des avancées de la recherche que sur l'impact financier, car chaque année au Sénégal, ce sont plus de 20 milliards de francs que représente la fraude en termes de manque à gagner. Dès lors, il s'est agi à l'ASPIT, l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, d'accompagner cet inventeur. L'ASPIT, son rôle, c'est d'accompagner tous les inventeurs et les innovateurs, de les encadrer techniquement et financièrement à la limite de nos crédits pour la mise en place de leurs prototypes, mais aussi de les accompagner à son industrialisation et à sa commercialisation. Je crois que sa validation et sa mise en œuvre permettra à l'État du Sénégal, à défaut de juguler ce problème qui est la fraude, les pertes non techniques, vraiment de les réduire de manière considérable. En attendant la validation définitive du prototype attendu des services techniques de la Sénélec, Baba Diarra peut compter sur le soutien du gouvernement à travers le conseil du Premier ministre chargé des mines et de la géologie. À Thiès, sa ville natale, la mobilisation est totale. Les populations, les autorités administratives et locales, les associations de consommateurs, de par leur présence à la séance de démonstration, ont marqué leur intérêt pour cette expérience. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales va lancer ce jeudi 1er août le programme du projet d'appui à la modernisation de l'état civil financé par l'Union européenne à hauteur de 3 milliards dans le cadre du FED. Il vise l'amélioration de la gouvernance du système d'état civil, l'information et la connaissance sur l'état civil. Annonce faite à l'inauguration ce matin du nouveau centre secondaire d'état civil de l'hôpital principal de Dakar, Moussa Mané. D'un coût de plus de 39 millions de francs CFA, le nouveau centre secondaire d'état civil de l'hôpital principal de Dakar est bâti sur une superficie de 197 mètres carrés. Ici, quelques 4000 naissances et 3000 décès sont enregistrés chaque année. La rénovation de ce centre construit en 1979 entre dans un processus entamé par la municipalité de Dakar Plateau. Nous sommes dans une démarche, nous allons aller jusqu'au bout. Il est vrai que ça, c'est l'un des centres d'état civil secondaire les plus importants du Sénégal, parce que rattaché à l'hôpital principal, qui est l'un des plus grands. Dans la même dynamique, vous savez, nous avons réhabilité à neuf le second centre d'état civil qui est sous notre responsabilité, à savoir celui de l'hôpital de Dantec, qui est aujourd'hui réhabilité également à neuf et qui est comme celui-ci. Donc nous sommes dans cette phase-là vraiment de faire en sorte que les outils, en tout cas qui dépendent de notre responsabilité, soient aux normes et puissent permettre aux citoyens d'accéder facilement à ces services. Selon le ministère de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales, l'État du Sénégal a compris les enjeux d'une modernisation de l'état civil, d'où le lancement du programme d'appui à la modernisation de l'état civil. Il vise 3 composantes, dont la première est l'amélioration de la gouvernance du système. Une chose est d'améliorer le service, l'offre de service, mais une autre également que les populations se rendent au niveau de ces services. Donc à ce niveau, les Sénégalais doivent changer de comportement par rapport à l'état civil et le gouvernement va les accompagner dans une politique de sensibilisation mais également de formation des acteurs. La dernière composante, c'est la composante amélioration de la sécurisation du patrimoine de l'état civil. Qui dit patrimoine dit archives. On a 679 centres d'état civil au Sénégal et il était hasardeux quand même de nous lancer dans une grande opération de numérisation, d'indexation des archives sur l'ensemble du territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle dans le cadre de ce projet, on a prévu de le faire sur un test de 200 centres d'état civil.
L'état civil est au début et à la fin de la vie de chaque individu. Ce dernier a besoin de prouver sa citoyenneté en cas de nécessité. La modernisation de l'état civil devrait permettre donc à l'État du Sénégal de mettre en place des politiques de développement avec des données fiables. Un nouveau centre de formation pour les populations de Gorom 1 dans le département de Rufisque. C'est une initiative de l'AFAO. L'ouvrage d'un coût de plus de 65 millions de francs CFA va aider les femmes dans la transformation des produits locaux. Djibril Fall et Maman Moussagnan. Ouf de soulagement pour les femmes de Gorom 1 et environ. Elles vont pouvoir transformer désormais les produits du maraîchage. L'association des femmes de l'Afrique de l'Ouest y a implanté un centre, une initiative qui va donner plus d'autonomie aux femmes. La FAO Sénégal s'est employée à continuer un travail que nous avions fait avec un bailleur, celui de former les femmes à se rendre autonomes et à obtenir les moyens d'avoir leur dignité économique. Ce centre porte le nom de la sénatrice de Lagos, Olineri Tunibu, présente sur les lieux avec une forte délégation et est revenue sur le sens de son engagement aux côtés des femmes. La transformation des produits agricoles passe pour être une bonne politique d'accompagnement des autorités. À cet effet, le ministre de l'Agriculture a donné des assurances quant au soutien de l'État pour mieux équiper et entretenir ce centre. Le ministère de l'Agriculture est disposé à vous accompagner dans l'entretien et la maintenance de ce centre. Et déjà, je puis vous dire que nous allons accompagner cet investissement privé à la mise à disposition de ce centre un certain niveau d'équipement. Ça, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, vous l'offre. Ce centre d'incubation et de transformation a coûté plus de 65 millions CFA. Malgré le ramadan, les femmes ont tenu à exprimer toute leur joie pour ce centre qui va davantage alléger leurs travaux. Au Mali, les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta reconnaissent les tendances partielles données par le ministre de l'administration territoriale. En attendant, ils appellent tous leurs militants à la retenue, contrairement au camp d'IBK. Celui de Soumaïla Sissé conteste les résultats partiels donnés hier. Nous écoutons les représentants d'IBK et de Soumaïla Sissé. Nous avons notre propre centre de centralisation des résultats. Et vous savez que le ministre, dans sa déclaration hier, a précisé qu'il y a eu 53% de participation. Et au Mali, aujourd'hui, nous savons qu'au niveau national, nous avons 6 800 000 électeurs. Donc cela veut dire que pour qu'un candidat puisse gagner depuis le premier tour, il lui faut au minimum 1 800 000 voix. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, d'après notre système de centralisation, le candidat qui a le plus de voix est à peu près à 1 100 000 voix. Donc il lui reste plus de 700 000 voix, je dis bien plus de 700 000 voix pour pouvoir gagner au premier tour. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes sûrs à 100% qu'il y aura un second tour. Et nous sommes d'autant plus sûrs que notre candidat a gagné dans la majeure partie des régions à l'intérieur du pays. Et Bamako seulement ne peut pas faire gagner un candidat. Même si Bamako c'est la capitale, Bamako c'est important, c'est 15% de l'électorat, mais Bamako seulement ne peut pas faire gagner un candidat. Nous voulons d'abord remercier les populations maliennes qui ont décidé de consacrer cette large avance à notre candidat Ibrahim Boubacar Keïta sur l'ensemble des 27 candidats. Consacrer cette avance, le dire aujourd'hui, j'emprunte les mots et les termes de M. le ministre, mais en même temps que nous réjouissons de cette avance qui vient en réalité confirmer nos propres données, nos propres résultats sur lesquels nous n'avons pas voulu nous exprimer jusque-là, contrairement à tout ce qui s'est dit. Et donc, nous devons plutôt, aujourd'hui, avoir une pensée émue pour ce peuple, pour ces braves populations, mais en lançant d'abord un appel général au calme. Les réactions des camps d'Ibrahim Boubacar Keïta et de Soumaïla Sissé ont été recueillies par notre envoyé spécial au Mali, Cheikh Bambaki. Les Zimbabwéens ont voté ce mercredi pour élire leurs députés, conseillers et présidents de la République.
Morgan Tsvangirai fait encore face à Robert Mugabe, 89 ans. Il acceptera sa défaite, dit l'actuel président au pouvoir depuis 33 ans. C'est jour de vote au Zimbabwe. Les Zimbabwéens doivent désigner leurs députés, leurs conseillers municipaux et surtout leurs présidents. Pour être sûrs de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne, certains électeurs ont commencé à se masser dès l'aube et dans le froid, comme devant ce bureau de vote d'un quartier de la capitale, Harare. L'élection présidentielle focalise l'attention et suscite beaucoup d'espoir. J'aimerais bien un leader qui crée de l'emploi, de meilleures opportunités pour nous et notre pays. Le président sortant Robert Mugabe, 89 ans, dont 33 au pouvoir, se verrait bien encore aux manettes. Il a voté ce matin en famille, sans faire de commentaires. La veille, il donnait une conférence de presse pour annoncer pour la première fois qu'il acceptera sa défaite. Dans une compétition où il n'y a que deux résultats, gagner ou perdre, c'est l'un ou l'autre. Face à lui, son éternel adversaire, le Premier ministre Morgan Tsvangirai. À la question « Allez-vous gagner cette élection ?», il répond très confiant. La question n'est pas si je vais gagner, mais quand. Et je vais gagner de façon assez retentissante. De nombreux soupçons de fraude planent sur ces élections. L'opposition affirme avoir des preuves. Aux premières heures du vote, le chef des observateurs de l'Union africaine n'a rien à signaler. C'est tranquille, c'est ordonné. Le premier bureau que j'ai appelé ce matin a ouvert ponctuellement à 7 heures. Dans un pays économiquement ruiné où les libertés sont réduites, les Zimbabwéens rêvent tout simplement d'un avenir meilleur. En Égypte, la police a été chargée de mettre fin au sit-in des pro-Morsi. Le gouvernement intérimaire a demandé au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au rassemblement au Caire des partisans de Mohamed Morsi. Selon elle, ces rassemblements constituent une menace pour la sécurité nationale. En sport, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal en football. Ce sera Jaraaf Casa Sport, le Casa qui s'est qualifié cet après-midi aux dépens de l'Union sportive de Ouakam. 5 tirs au but à 4 après 120 minutes de jeu. Casa et Uzo étaient à égalité 0-0. Et puis à Dakar, le Jaraaf a éliminé le Turekunda de Mbour sur le score de 2-1. Jaraaf Casa affiche donc de cette finale de la Coupe du Sénégal. Elle va se jouer à la fin du mois d'août. Le stade Léopold Sédar Senghor sera désengorgé avant sa réouverture, annonce du préfet de Dakar, Alioune Badara Diop, accompagné des responsables du ministère des Sports de la mairie des Parcelles Assainies, a effectué une tournée pour voir l'état d'encombrement du stade Koumba Diakhtemar. Des garages de mécaniciens, des gares routières, des bâtiments désaffectés, des restaurants ou encore des bars. Voilà ce qui fait le décor du parking du stade Léopold Sédar Senghor. Le préfet de Dakar a fait le constat et déploré l'état d'encombrement très avancé. Au niveau même du stade, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui occupent, qui logent au sein même du stade sans aucune autorisation. C'est des restaurants également qui sont installés au niveau du stade sans aucune autorisation. C'est un parking vaste qui aurait pu permettre, disons, de créer les conditions d'un accès facile à l'entrée et à la sortie, parce que le stade est un établissement recevant du public, donc qui doit répondre à des normes de sécurité pour que les personnes puissent aller et venir sans aucune difficulté. Une bonne partie du stade est occupée par les bus de transport urbain, interurbain et international. Séance tenante, le DG du CETUD annonce des mesures urgentes. Ce que nous allons faire en relation avec le ministère des Sports et puis la ville de Dakar, c'est organiser, aménager cette tête de ligne pour qu'il y ait suffisamment de dessertes pour amener les personnes qui veulent se rendre au stade et les populations riveraines également. Bon, pour ce qui concerne le transport international, des dispositions sont prises pour l'ouverture de la gare routière des Beaux-Maraîchers. Tout le monde migre vers cette nouvelle gare qui se trouve à l'entrée de Pikine. Rien qu'hier, nous étions avec les responsables maliens
au niveau de la gare pour préparer justement leur déménagement. Autre décor désagréable, l'insalubrité avec les ordures et le ruissellement d'eau usée par-ci et par-là. Face à ce constat, ce qui est avéré et l'instruction que nous avons reçue de M. le ministre des Sports, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le désencombrement puisse être mis en place et que nous puissions libérer l'emprise du stade Léopold Sédar Senghor. Après avoir libéré, en partenariat soit avec la mairie ou d'autres institutions, de créer les conditions pour que le parking puisse être mis en valeur et que le stade puisse retrouver des ressources additionnelles afin de pouvoir continuer à faire de l'entretien du stade. Il ne s'agit pas seulement de libérer un espace, de le laisser vacant. Parce que la nature ayant horreur du vide, il doit bien falloir que nous réfléchissions sur des stratégies qui nous permettent de pouvoir, après avoir libéré, en partenariat soit avec la mairie ou d'autres institutions, de créer les conditions pour que le parking puisse être mis en valeur et que le stade puisse retrouver des ressources additionnelles afin de pouvoir continuer à faire de l'entretien du stade. Le préfet de Dakar entend procéder d'abord au recensement des personnes occupant les lieux. Alioune Badara Diop promet ensuite de leur servir des sommations avant de leur faire quitter le parking du stade de Léopold Sédar Senghor. Je vous amène à présent à la découverte de ce centre de formation assez original. Il est spécialisé dans la formation de gardiens de but en football. Il est implanté dans la banlieue dakaroise. Ce centre a été créé par l'ancien gardien de but international Kana Fall. Le centre compte actuellement une vingtaine de pensionnaires, dont une fille, Mansour Sow. C'est une première au Sénégal, un centre de formation de gardiens de but. L'initiative est de Khalifa Ababakar Fall, alias Kana, ancien international. Malheureusement, sa carrière a été stoppée par un accident. Pour partager son expérience, il a décidé de créer ce centre, mais c'est également une occasion de donner aux pensionnaires l'occasion d'accomplir leur rêve de devenir professionnel. Une première en Afrique de l'Ouest, selon le président. Le centre de formation de gardiens de but Kana Fall, une véritable pépinière. On a vu que dans le championnat, les gardiens du Sénégal, peut-être la plupart font des erreurs techniques. Et c'est pour gommer ces lacunes que nous avons décidé de mettre ce centre qui est unique en Afrique de l'Ouest. Si je ne m'abuse, à part le centre de Yaoundé. Le centre souffre d'un manque criard de moyens. D'où cet appel du président aux autorités. De venir nous aider, puisque l'objectif dans 5 ans peut-être, c'est de doter le centre d'un local où les pensionnaires seront internés, où ils pourront également faire sport-études pour ceux qui font les études, mais pour ceux qui ne font pas les études, peut-être on leur cherchera du travail pour que demain, puisqu'on sait que la carrière d'un footballeur est éphémère et qu'après le football, ils pourront peut-être vivre décemment de leur métier. Une lueur d'espoir se dessine ainsi pour cette vingtaine de jeunes. Mon rêve est de devenir professionnel. Comme le disait mon père, je ne veux pas brûler les étapes. J'ai gagné tous les trophées du Nétan, comme en état Coupe du maire, zonal, départemental, ligue et phase nationale. Comme le disent Kana Fall, il ne faut pas brûler les étapes. Kana Fall compte à travers ce centre jouer pleinement sa partition dans le développement du sport au Sénégal. Benbass Diagne a été inhumé aujourd'hui au cimetière musulman de Yoff. À l'enterrement, amis, collaborateurs, employés, gouvernement, tous ont accompagné la dépouille mortelle dans sa dernière demeure. Ibrahima Khalilullah, de son vrai nom, a su marquer son temps grâce au travail qu'il a accompli avec la création du groupe Excaf. Un hommage lui a été rendu par ses pairs, Kaltom Gueye. Autorités administratives, hommes politiques, patrons de presse, des membres de la famille ou encore de simples connaissances, la mosquée des HLM Padoua a refusé du monde à l'occasion de la prière mortuaire d'Ibrahima Khalilou Diagne dit Benbass. Chacun est venu lui rendre un hommage et apporter un témoignage. La veille de sa mort, il était dans mon bureau avec une délégation chinoise. On a eu à discuter pendant plus d'1h30 et j'étais loin de m'imaginer que c'était notre dernière rencontre. Ceci fait partie de la toute-puissance de Dieu qui s'exerce sur chacun d'entre nous. Et je voudrais pieusement m'incliner devant sa mémoire et solliciter la miséricorde divine sur sa personne. Un homme travailleur qui a su construire autour de lui, grâce à l'effort,
une vaste entreprise. Et aujourd'hui, c'est tout le Sénégal qui perd avec la disparition de Ben Bass. C'est un homme de talent, c'est un bâtisseur qui a créé une très grande entreprise de presse au Sénégal, l'une des plus performantes, et qui a montré donc de quoi il est capable. En soi, c'est un modèle de bâtisseur, c'est un modèle de chef d'entreprise, c'est un modèle de créateur d'emplois. Dans la foule éplorée, les collaborateurs et employés du défunt, un homme d'une discrétion sans pareille. Quand on a des réunions avec l'État et le gouvernement, impossible de faire venir Ben Bass. Impossible. C'est incroyable ce monsieur, comment il se cache vis-à-vis même de ses propres caméras. L'unique phrase que je peux tirer, c'était un jour avec mon jumeau, dans son bureau, avec l'ami PNG. Il nous dit, les jumeaux, est-ce que vous savez que moi je peux rentrer dans les cars rapides, mais pas vous? Je lui dis, pourquoi monsieur Ben? Moi personne ne me connaît, mais vous, tout le monde vous connaît. C'est juste pour montrer sa modestie. Ben Bass Diagne fait partie des pionniers dans le secteur audiovisuel au Sénégal. À la tête du groupe EXCA fondé en 1972, il a créé de nombreux emplois et participé à l'éveil des consciences. Sa disparition est une grosse perte pour la presse sénégalaise. Que la terre de Yoff lui soit légère. Voilà, c'est sur cette note triste que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.